Bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Russac, qui est président, associé fondateur de L&A Finance. Tout Pas à fait. L&A Finance, mais L&A Finance. Tout à fait. Et je suis accompagné de Victoire pour ce moment avec vous, qui pourra nous interrompre quand tu le souhaites et discuter avec nous et te poser quelques questions à la fin de cette rencontre. Alors, vous avez créé L&A Finance. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le concept? Je crois qu'il y a une petite originalité au départ dans le milieu de la gestion de fortune. Absolument. Alors déjà, bonjour Victoire et bonjour Laurent. L'idée au tout départ de la création de cette structure, on est en 2004, 2003, 2004 et la gestion de fortune est inaccessible en France. Il faut avoir 3 ou 5 millions d'euros et effectivement, il y a peu de personnes, hein, c'est moins de 20 000 personnes qui ont ce type d'investissement à réaliser. Et on s'est dit comment rendre accessible ces outils de gestion de fortune, ces investissements au plus grand nombre. On a réfléchi beaucoup à ça, on a travaillé et on est parti voir les grandes banques de gestion de fortune. Je vais en citer une, c'est Edmond Rothschild parce que c'est la première à nous avoir ouvert ses portes et on a rendu accessible, on a travaillé et on a été un des tout premiers à disrupter un peu ce marché. On est en 2004. Aujourd'hui, ça paraît presque, avec la digitalisation, ça paraît presque classique d'avoir accès à des choses comme ça, mais ce n'est pas le cas. On s'est battu un peu contre des choses assez établies à l'époque. Donc avant, il fallait avoir entre 3 et 4 millions pour avoir accès à vos services. Aujourd'hui, donc quand on est à quel niveau à peu près de richesse on peut s'offrir les services d'un gestionnaire de fortune? Alors, par principe, il n'y a pas de minimum pour rentrer chez nous. Les portes sont ouvertes. Avec 100 euros par mois, on peut déjà faire des choses très intéressantes. Et avec 200-300 euros, de manière assez simple, on peut se créer sur 20-30 ans, on peut se créer 1 million d'euros, donc devenir millionnaire. Voilà. Après, avec 5 ou 10 000 euros en argent financier, on peut faire des choses donc aussi. Donc on vous donne 300 euros par mois à partir de quel âge? De pour 30 devenir ans. millionnaire à partir de quel âge? De 30 à 60, et vous aurez 1 million d'euros, vous aurez réglé vos problèmes de retraite, vos problèmes de rente complémentaire, peut-être que vous aurez de l'argent pour payer les études de vos enfants, une belle maison, voilà, tout Sans risque. Il y a toujours un risque attaché, et là c'est une partie de notre travail, mais c'est peut-être pas la partie qu'on va développer, mais le but c'est de les encadrer. Et aujourd'hui, ça représente quand même une partie importante, peu importante, significative de vos clients, ceux qui justement sont plus modestes en dessous de ces 3 millions d'euros par an? C'est une patrimoine, pardon. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ces gens modestes, mais en tout cas, c'est une de nos cibles. Nos clients sont des cadres supérieurs, chefs d'entreprise, profession libérale, mais voilà, pas des gens qui arrivent et qui viennent avec des dizaines ou des centaines de millions. Et comme j'ai dit, il y en a très peu. Donc on s'est focalisé sur ces gens-là qui étaient un tout petit peu dans les années 2000, qui étaient un tout petit peu délaissés par les banques. Et on était au sortir de l'éclatement de la bulle Internet. Les plus anciens comme moi l'ont connu. Et les gens étaient un peu désabusés de leur relation avec leur banquier. Il fallait qu'on leur propose des choses et ça a fonctionné. Et donc la finance est plutôt un milieu d'hommes, ou était plutôt un milieu d'hommes. Je crois que vous avez un petit peu changé les choses. C'est un vrai Au moins sujet. chez L&A Finance. Clairement, ça a été un vrai sujet de réflexion. Alors nous, on a connu une phase de croissance très importante. On était une trentaine, on va dire, de personnes jusqu'en 2018. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine. Donc on s'est interrogé sur ce sujet. C'est vrai que tout ce qui est salle de marché, finance au sens large, c'est essentiellement masculin. Pourquoi c'est masculin, ou pourquoi c'était masculin? Je pense que c'est un fait sociétal, parce qu'on parle beaucoup d'argent, parce que c'est des métiers où on travaille du matin au soir tard, où il y a beaucoup de concurrence, donc j'allais dire de testostérone, à tort. Hein. Et donc nous, ça nous a fait réfléchir. On s'est dit comment amener... On était vraiment nous-mêmes à 80-90% de représentation masculine, et on s'est dit comment changer ça dans notre accompagnement, dans notre phase de croissance. Donc bien évidemment, on a recruté une RH, on a réfléchi à tous ces sujets. Aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre parfait, mais on tend vers ça. On a développé chez nous ce que je vous disais, ce qu'on appelle le girl power. Voilà, réfléchir à tous ces sujets. Là, on vient de crée des petits groupes de discussion, de travail. Et on s'interroge aujourd'hui, le dernier sujet de réflexion, on s'interroge à savoir si finalement, quand on est une femme, on doit travailler de la même manière que quand on est un homme sur des sujets équivalents. Donc on réfléchit avec elle, des groupes de filles, des groupes avec mixtes, on va dire. Et c'est vraiment déjà sympa de réfléchir sur tous ces sujets. Et donc vous êtes à peu près à la parité, un petit peu plus d'hommes encore? Oui, un tout petit peu plus d'hommes. 90-10 on doit être sur un 60-40, mais on travaille beaucoup à l'équilibre. Il faut adapter au niveau des horaires, au niveau de la manière de faire, parce qu'on sait très bien, voilà, on a eu des jeunes mamans, on a eu des gens qui s'interrogent sur plein de sujets
concerne au demeurant plus les jeunes femmes ou les femmes. Et on a adapté tout ça. Et on parlait au tout début dans notre recrutement d'une notion de recrutement à l'anglo-saxonne. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette notion de recrutement à l'anglo-saxonne? C'est déjà de regarder les gens pour ce qu'ils sont, pas nécessairement pour leur CV ou leur diplôme. Et ensuite, de donner une marge de liberté au travers des contrats qu'on a proposés. On proposait aussi bien des contrats de salariat que des contrats d'indépendance. Et finalement, les contrats d'indépendance correspondent très bien aux attentes des femmes qui, parfois, sont beaucoup plus lève-tôt ou beaucoup plus couche-tard ou qui veulent être chez elles. C'est auto-entrepreneur? Alors, on peut démarrer en auto-entrepreneur. Après, dans nos métiers, comme on gagne bien notre vie, bien sûr, on s'adapte, on crée une entreprise, on peut même créer des holdings quand tout se passe très bien. Et voilà, cette notion de profession libérale, donc de liberté, permet d'organiser exactement comme on le souhaite, et donc d'avoir une carrière choisie, une activité choisie, un emploi du temps choisi. Et ça répond bien à ce type de contraintes. Donc, tout ça, ça a été lancé dans les années 2005, entre 2005 et 2010. Clairement, la société n'était pas tout à fait prête à cela. Mais là, depuis 4-5 ans, puis avec le Covid, on voit que la nouvelle génération, et Victoire en fait partie, ils sont plus à l'écoute de tous ces sujets, et nous, on est déjà dedans. Et est-ce que parmi les personnes un peu dirigeantes de votre société, vous avez des femmes? Bien sûr, Oui. bien sûr. La dernière personne à être associée dans notre tour de table, c'est une jeune femme qui est arrivée chez nous en tant que... Il y en a plusieurs, hein, mais qui est arrivée chez nous en tant que stagiaire. Elle avait 20-21 ans. Elle ne connaissait pas notre métier, c'était un stage de fin d'études. Finalement, elle est restée, elle a gravi un certain nombre d'échelons. Aujourd'hui, elle est associée. Et on tend à féminiser pardonnez-moi, bien sûr, le tour des associés aussi avec des jeunes femmes. Et ça apporte quoi d'avoir rééquilibré Alors, je vais essayer de mettre des mots, c'est jamais simple, mais beaucoup plus de sensibilité, en tout cas des sensibilités différentes, des objectifs et une manière de voir les choses un peu différemment. Et du coup, ça équilibre la manière de faire, la manière de voir les choses, la manière de se projeter et de construire l'entreprise. On est très ambitieux. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis 3-4 ans, on travaille aussi avec Choose My Company. Depuis 2019, on s'est intéressé à tous ces sujets. Et on voudrait être 200 ou 300 dans l'avenir. Donc, il faut intégrer tous ces changements et tout cela. Vous avez autant de CV femmes que d'hommes, ou il y a encore beaucoup plus d'hommes qui candidatent chez vous, globalement dans les métiers de la finance? Je pense plus de jeunes hommes, mais ça tend vraiment à s'équilibrer. Il y a un vrai changement de mentalité depuis 3-4 ans. Et après, il y a une accession à la notion de diplôme qui s'est équilibrée aussi. Nous, on cherche au départ, en tout cas pour nos postes de conseillers, mais pas que, on cherche des gens qui sont plutôt bac plus 5. Donc de plus en plus de femmes se dirigent vers cela et sont ouvertes à nos propositions. Et est-ce que les personnes que vous recrutez, elles sont un peu surprises du recrutement à l'anglo-saxonne, du coup, que vous menez, parce que c'est quelque chose auquel on est moins confronté? Très surprise, mais c'était une manière pour nous de nous distinguer par rapport aux très grosses entreprises. Voilà, on ne peut pas faire les mêmes propositions qu'un L'Oréal, qu'un Louis Vuitton ou qu'un Total, donc il fallait apporter d'autres choses, mettre l'humain vraiment au cœur de notre recrutement, de nos considérations et de nos développements. Et donc voilà, on est passé par tout cela. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, je postulais chez vous. Oui. Vous me disiez, alors, vous avez un recrutement à l'anglo-saxonne, vous testez quoi? Des phases de ma personnalité, vous rencontrez plusieurs personnes. Par exemple, le tout premier entretien, on ne va pas regarder votre CV. Pas du tout. On va vous demander de parler d'un hobby, d'une passion, de nous faire partager ça. Donc c'est quelque chose que vous aimez normalement. Et on va nous demander de nous embarquer avec vous. Et si vous nous embarquez, voilà, sur 10, 15, 20 minutes, on se dit que pour les prochains entretiens, bien sûr qu'on parlera un petit peu de votre CV, mais vous embarquerez sans doute un client. Le but de notre métier, c'est quand même de générer de la confiance. Donc ça, c'est important. Après, il faut avoir un niveau technique, mais on le regardera après. Ok. Donc d'abord être un bon storyteller et après c'est plus oui, pas seulement storyteller, parce qu'on fait un métier vraiment très humain. Et il faut l'avoir de manière assez naturelle, ou en tout cas le développer, ou avoir envie de le développer, être très sincère dans l'écoute et dans ce qu'on a envie d'amener auprès du client. En quoi justement c'est un métier très humain? C'est pas forcément ce qu'on se dit immédiatement, que la finance est un métier très humain. Alors nous, on est une toute petite niche, une toute petite partie. En fait, on est le premier rang, la première ligne. Avant d'amener l'argent sur les marchés financiers, on est la première ligne. Et on est un peu comme des médecins, mais on est des médecins du patrimoine. Si les gens ne nous font pas confiance, hein, on parle de vaccins, on parle d'autres choses en ce moment quand on parle de médecine, ben nous c'est pareil, les gens, on les conseille mal, ou si on se trompe, et s'ils ne comprennent pas ce qu'on veut faire avec eux, ils ne le feront pas, peut-être à tort. Donc bon voilà, il faut les écouter, il faut bien comprendre leurs objectifs. Il y a un côté psychologique, hein, il y a des gens qui ne seront pas prêts parfois à faire le placement le plus optimal financièrement, mais c'est peut-être pas celui-là qui leur correspond. Donc voilà, on mélange tout ça et c'est extrêmement intéressant.
Vous voyez les choix de placement évoluer vers justement une finance plus responsable, les fameux investissements ISR. C'est anecdotique, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on en parle beaucoup plus que ça représente globalement? Comment vous voyez cette évolution des choix de placement? C'était très marketing depuis une grosse dizaine d'années, et là depuis 4-5 ans c'est vraiment prééminent. Nous on a eu une vraie prise de conscience, on s'est dit on a un métier un tout petit peu à l'ancienne, hein, on fait signer beaucoup de papiers comme les experts comptables, les notaires, et on avait l'impression d'abattre la forêt d'Amazonie tous les ans, tellement qu'on faisait signer de papiers qui ne servaient à pas grand chose, on les stocke, on les archive, on les scanne aujourd'hui, et on s'est dit déjà pour nous comment réfléchir, comment digitaliser, avoir le moins de papier possible, et on s'est dit que finalement, les gens qu'on conseillait pouvaient aussi, avec leur placement, leur argent, orienter tout ça, faire changer la vision des entreprises, des placements et de la société au sens large. Donc la notion d'ISR est arrivée, c'est entremêlé avec tout ça. Donc l'ISR, c'est investissement socialement responsable. Il y en a d'autres, c'est des logos, mais qui tendent à amener vers quelque chose. Et aujourd'hui, de manière très sérieuse, ça fait évoluer les choses. Donc, nous, on fait réfléchir les investisseurs sur tout ça, nos allocations d'actifs, donc les choix vers lesquels on amène nos investisseurs, qu'ils soient des choix financiers ou des choix immobiliers, sont à 2 tiers, on va dire 65% déjà éligibles ISR. Donc on le fait de manière naturelle. Là, il y a une grosse transition. Hein. Depuis le Covid, il y a une grosse prise de conscience, une grosse transition. Ce que je vous dis aujourd'hui n'aura peut-être plus lieu d'être dans 5 ou 10 ans parce que tout sera ISR, tout le monde va aller vers ça. En tout cas, c'est ce qu'on pense nous, et on amène les gens vers cela. Tout sera ISR parce que la plupart des entreprises auront réussi à donner une connotation green ou sociale à leur activité. Autrement dit, derrière ma question, il y a un peu de greenwashing et Bien social washing. bien sûr. Ou tout sera ISR parce que réellement, vous avez le sentiment que dans 10 ans, la plupart des industries sera vertueuse. Alors aujourd'hui, on est à mi-chemin, peut-être moins, mais c'est un chemin qu'on emprunte. Les nouvelles générations sont ultra sensibles à tout ça, nous aussi, mais voilà, il y a des choix, parfois il faut peut-être renoncer à des modes de vie. Eux sont directement impliqués, et donc ils vont nous emmener. On le voit bien, ce matin je suis venu en trottinette, je suis pas le seul, a priori dans Paris il y a des vélos de partout, etc. Donc on fait le choix de plus prendre les voitures, d'aller en transport en commun, etc. Donc voilà, on va tous se diriger vers cela. C'est quoi, si j'ai, je sais pas, 1000 euros, 10 000 euros à vous confier, je veux un bon investissement ISR. Ouais. Vous allez me proposer quoi? Quel type d'activité je vais financer? Là, il faut pas orienter votre choix uniquement sur le sujet ISR. Il faut déjà vous comprendre votre situation et voir quel objectif réellement financier ou patrimonial vous avez. Et en fonction de ça, il y a une palette de choix qui s'ouvre, et il y aura des choix ISR et d'autres non ISR. Et bien sûr que notre travail, ça va être de vous emmener vers des choix plus ISR. Aujourd'hui, on peut, par exemple, l'immobilier, qui est un placement fétiche, favori des Français, c'est inscrit dans notre ADN. Voilà, il y a des biens qu'on appelle des passoires. Donc, ça pourrait faire peur de se dire, tiens, est-ce que je vais investir sur une passoire ou des choses qui sont déjà ISR? Il y a des boîtes qui s'engagent à acheter des passoires, mais à faire l'ensemble des travaux et à les normer, et donc à tendre vers quelque chose. Donc là, on se dit qu'on va aider la société, qu'on va transformer la société par ce type d'investissement. Donc il faut bien réfléchir, pas se dire je vais me diriger tout de suite vers quelque chose qui est labellisé. Pourquoi? Parce que parfois ça peut être juste un tampon et s'arrêter là, mais vers des gens qui font le travail. Donc c'est ça notre boulot. Il y a des grosses différences de rentabilité entre un investissement socialement responsable et un investissement classique? Alors aujourd'hui, oui, il peut y en avoir nécessairement. De quel ordre? C'est Vous difficile. allez me dire, ça dépend de la durée, etc. Ouais, voilà, c'est À peu difficile. près, À placement équivalent, ça peut être 1% par exemple, mais sur la durée, 1%, c'est énorme. 1% par an, exactement. Ouais. Ça peut être énorme. Je crois qu'il faut, aujourd'hui, il faut réfléchir autrement. Il y a plus seulement le rendement financier, il y a d'autres critères pour apprécier un bon placement. Et je crois que le critère ISR, c'est des critères extra-financiers, sont des bons rendements, des bons critères, pardonnez-moi. Et je reviens sur le sujet du rendement. Il ne faut pas se tromper aussi. Hein. Vous pouvez avoir un bien immobilier, je reviens sur l'immobilier, mais il y a des placements financiers, mais qui peuvent être très rentables, 7, 8, 10% aujourd'hui. Mais si c'est une passoire et que c'est pour ça que c'est rentable, combien de travaux, combien de coûts il faudra mettre pour le rendre à nouveau éligible dans 5 ou 10 ans? Peut-être que sa valeur sera moindre, donc la rentabilité sera divisée par 2 ou par 3 dans les 5 ou 10 ans. Donc c'est des vrais sujets. Et vous avez le sentiment que les personnes que vous accompagnez sont prêtes à perdre un petit peu de rentabilité, le fameux 1% par an, au profit je sais pas, de sens ou d'une conscience? Alors c'était peu le cas il y a encore 5 ans. Clairement, les gens nous disaient non, mais moi je veux faire un bon placement, bien sûr, si c'est green, etc. Vous pouvez m'en parler, mais voilà, ces mentalités ont changé. Ces mentalités ont changé, mais parce que aussi les acteurs qui proposent des placements le font aussi sincèrement aujourd'hui. Hein, c'est plus seulement un label. On essaye vraiment tous ensemble de changer, de sauver notre planète, clairement.
vous observez beaucoup de greenwashing, social washing. Là, les fonds ESG, Goldman Sachs je sais pas s'ils sont perquisitionnés en ce moment ou en tout cas scrutés. Deutsche Bank, pareil. J'imagine que vous êtes très à l'affût de ces choses. Bien sûr. C'est anecdotique, c'est quand même significatif. Il y a du marketing derrière ça, il y a des enjeux énormes, c'est colossal, on parle de beaucoup d'argent, donc pour capter l'attention et donc l'argent des investisseurs, voilà, il ne faut pas juste aller vers un label, acheter ce label et ne rien faire derrière. Je crois qu'il faut mettre des organismes de contrôle, de vérification. Vous le faites, vous, dans un certain nombre de domaines. Il y a d'autres qui le font dans le domaine de l'ISR, de l'ESG. Et de plus en plus, on va aller vers ça. Et derrière ces labels, il y a l'État. Donc, je crois que si les réglementations et certaines banques, certains fonds ont été rattrapés par la patrouille, ça ne va faire qu'améliorer et améliorer la prise de conscience de tous les autres. Et là, on parlait beaucoup de vos clients. Moi, je vais revenir un peu en interne. Est-ce que les jeunes consultants ou les stagiaires et alternants que vous recrutez, est-ce qu'ils vous challengent un petit peu sur ces thématiques-là? Parce que j'imagine qu'il y avait une façon de faire la finance il y a quelques années, une nouvelle façon aujourd'hui. Est-ce que vous en inspirez un petit peu? Oui, ils sont ultra sensibles à ces sujets. Ça a commencé il y a 5-6 ans par le tri, hein, les poubelles chez nous, le fait de remplacer les gobelets qui étaient avant en plastique par des gobelets en carton avant que ça devienne obligatoire, etc. Donc des prises de conscience petits morceau par petit morceau. Et aujourd'hui, ils sont effectivement très en attente de tous ces sujets, que ce soit des notions d'équilibre homme-femme, mais plein d'autres sujets. Et c'est le cœur. Il y a eu... On parle d'une crise économique depuis 2020. Nous, on pense que ce n'est pas vraiment une crise économique, on pense que c'est une crise de la société. Il va y avoir un vrai changement de société, et ça va être le plus dur. Il va falloir le comprendre et l'accompagner. Et en tant qu'acteur du recrutement, et ensuite, on est face aux Français, on a une mission d'utilité publique. En tant que profession réglementaire, on fait un métier qui s'appelle le conseil en investissement financier. Donc on a une vraie mission d'utilité publique, donc que ce soit les gens qu'on recrute ou les gens qu'on conseille, il faut avoir tout ça à l'esprit. Vous êtes une entreprise à mission, en fait. Exactement. Un peu comme nous. Exactement. Bon, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Jérôme Brussac d'être venu nous visiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Jérôme. Merci. Au revoir. Au revoir.